première table ronde qui s'intitule S'installer producteur fermier, laitier fermier, les conditions de la réussite en fait. C'est pas si simple que ça, semble-t-il. Donc, Mathieu, alors je vous laisse prononcer vos noms parce que sinon je vais les écorcher, ce serait pas très cool. Donc Mathieu, vas-y, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, alors je suis Mathieu Aignon, un des 3 associés du GAEC des biens vivants. On est installé en Saône-et-Loire, dans le sud de la Bourgogne, aux portes de la région lyonnaise. On a un élevage de 180 chèvres en production saisonnée, c'est-à-dire qu'on a nos mises bas au mois de février et on produit du lait jusqu'au mois de décembre en principe. On pratique le pâturage. D'accord. On a des chèvres qui ont des cornes. C'est ça. Voilà. Et on transforme l'intégralité de notre lait à la ferme sur l'exploitation et on commercialise l'ensemble de nos fromages. D'accord, donc Saône-et-Loire, un petit peu en dehors du bassin de production qu'est le Poitou-Charentes. Tout à fait. Très bien. Guillaume, je te laisse prononcer ton nom de famille, je ne voudrais pas l'écorcher. Comme ça se prononce. Bonjour, Guillaume Rigbosch. Moi, je suis donc en entreprise individuelle à la chèvrerie Henri IV. Donc, je suis installé sur la commune de Coiraz, en Béarn, ceux qui connaissent. J'ai 52 chèvres exactement, avec une ferme de 25 hectares. À peu près 20 en parcours et 4 en métail et 1 en bois. Je suis également saisonnier, donc je pratique le pâturage. Je suis grosso modo orienté sur la production de fromage lactique. Donc je vends grosso modo 80% en vente directe, que ce soit les marchés ou à la ferme, et un petit peu sur tous les partenaires, restos et ainsi de suite. Je suis pour certains volets au-delà du bio et certains pas très loin, mais je suis juste labellisé HVE. Voilà, je travaille plus sur la confiance. Et puis c'est déjà pas mal. D'accord, donc 2 exploitations fermières, 180 chèvres, 54 chèvres, donc des structures de taille moyenne. En Poitou-Charentes, on dirait petite taille, mais néanmoins intéressante sur le plan de la valeur ajoutée, j'imagine. Juste avant d'aller voir un petit peu sur comment vous êtes organisé, l'idée c'est de vous faire profiter de leur expérience pour pouvoir vous installer, si vous le souhaitez, en production fermière. Donc, allez voir un petit peu, donner des clés dans vos parcours qui vous ont amené à développer certaines choses. Juste avant, peut-être, on en parlait à l'instant, l'une des premières clés, c'est de se démarquer peut-être pour s'installer en production fermière. Vous avez tous les deux des noms d'exploitation qui sont bien particulières. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Donc Mathieu, les biens vivants. Alors les biens vivants, c'est déjà l'histoire de 3 Troyens à l'origine. Donc Cécile, ma conjointe, et Étienne, un ami d'enfance. On est allé en Saône-et-Loire pour se former et trouver du travail en élevage pour acquérir de l'expérience. On a repris une structure qui s'est arrêtée et on ne se sentait pas de mettre soit nos 3 noms dans le nom de GAEC, soit prendre le nom du lieu-dit qui pour nous n'avait pas vraiment de sens. Et on avait une histoire de copains autour du bien vivre, sur la qualité des produits, sur la façon de bien vivre en général. Et on a souhaité garder cette identité-là dans le nom qu'on a donné à notre chèvrerie. Alors pour la petite histoire, mais aussi peut-être sur un plan commercial, est-ce que ça a du sens? Bien sûr, si on est en face, si le nom colle aux valeurs qu'on pratique au quotidien, effectivement, on travaille sans pesticides, sans produits chimiques. On est aussi en agriculture conventionnelle, mais avec une attente forte sur nos pratiques au niveau de l'environnement. Et laisser cette empreinte-là et cet art de vivre à travers notre nom, je pense que ça aide les gens à garder en mémoire qu'ils ont mangé nos fromages un jour. Et puis d'avoir une image qui colle à ça. D'accord, on y reviendra effectivement. S'installer en production fermière, c'est aussi savoir travailler les débouchés commerciaux. Donc ça fait partie de cet objectif-là, quoi. Guillaume, alors vous, l'exploitation, c'est chèvrerie Henri IV. Voilà, alors moi, en fait, j'ai créé la chèvrerie de A à Z, c'est-à-dire qu'en fait, je suis parti de terrain nu. Donc c'est une grosse aventure, mais elle s'inscrit quand même dans une histoire. Alors, comme chacun sait, le village de Coiraz en Béarn, en fait, c'est assez célèbre puisqu'en fait, le roi Henri IV est né à Pau, mais il a passé toute son enfance, il a été élevé en fait par les paysans du petit village de Coiraz, et les terrains de la ferme étaient en fait son terrain de jeu. Au-delà de ça, comme on dit, c'est une marque, c'est une identité, c'est un terroir, voilà, c'est une histoire. Ce qui est intéressant, c'est que l'image d'Henri IV est aussi, on va dire au niveau marketing, associée à une image de bon vivant, de bien vivant, d'élégance, de panache. Et en tous les cas, quand je travaille mes fromages, j'essaie de travailler avec ce fil rouge et que ce soit un peu ma signature au niveau de ma fabrication fromagère.
D'accord, donc voilà, donc on voit bien que quand même, il y a, dès la genèse en fait, hein, dès le choix de l'exploitation, il y a quand même un travail sur cette identité qui va être quand même le vecteur de la dynamique commerciale que vous allez mettre en place. Donc rapidement peut-être Mathieu, donc vous êtes très jeune, mais vous êtes installé depuis 2016, c'est ça, si je ne m'abuse. Donc même si vous êtes très jeune, 2016, vous avez dû faire un petit peu quelque chose avant. Donc qu'est-ce que vous avez fait avant et pourquoi une installation en production fermière et qu'est-ce que ça implique en fait sur le plan de l'engagement et des choses à mettre en place pour y arriver? Alors, c'est parti d'un rêve de jeunesse, d'adolescence, de choisir un mode de vie qui soit rythmé par les saisons, qui soit en lien avec le vivant, de recherche de sens aussi à donner à mon existence. Et bien sûr, étant pas du milieu agricole, j'ai fait un bac général, ensuite un BTS agricole avec de l'apprentissage, un certificat de spécialisation en transformation fromagère, élevage caprin et commercialisation des produits. Ça a permis d'avoir déjà, de faire un petit tour de ce qui pouvait exister, d'avoir les connaissances, de pouvoir prétendre aux aides à l'installation. Et puis ensuite, on était en recherche avec ma conjointe d'expérience. Donc on a été chacun salarié agricole pendant plusieurs années, environ 5 ans. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de rentrer sur un poste de technico-commercial en aliments du bétail, qui m'a permis aussi de me perfectionner sur tout ce qui était nutrition animale, voilà, faire des choses cohérentes. Acquérir du coup de la compétence technique notamment voilà, avant de se lancer, quoi. C'est important. Et une super expérience aussi parce que traverser les élevages dans lesquels on ne travaille pas, ça permet de voir énormément de choses aussi. Donc ça, c'est vraiment chouette. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, 96, je crois que ça a commencé avant parce que ton ami, je crois, s'est installé, ta femme, avant que toi, tu ne rejoignes l'exploitation. Tout à fait. Cécile était salariée sur une exploitation et sur un GAIC traditionnel père-fille avec bovins allaitants et un atelier caprin qui était un petit peu plus petit, autour de 120 chèvres. Quand sa patronne a décidé d'arrêter un petit peu du jour au lendemain, nous on cherchait depuis longtemps une structure, donc c'était une structure qu'on connaissait. Ça a été l'occasion de s'y mettre, donc on n'a repris que la partie caprine, puisque la partie bovine continuait et ne nous intéressait pas. D'abord, Étienne et Cécile se sont installés en 2013 parce que les deux ateliers étaient mélangés, on ne savait pas si ce serait réellement viable. Beaucoup de ventes directes à la ferme, donc des chiffres qui n'étaient pas forcément très clairs. Et donc, moi, j'ai continué mon activité professionnelle pour garder au moins un salaire dans le couple. Et en 2015, j'ai eu entre guillemets la chance de me faire licencier suite à un rachat de ma boîte, ce qui m'a permis de bénéficier de tout le dispositif d'aide à l'installation qui est proposé par Pôle emploi et qui a précipité un petit peu mon installation plutôt que prévu en 2016. Alors bien et pas bien, bien pour le rêve qui arrive, qui se concrétise, parce que travailler à l'extérieur, c'était quand même un crève-cœur. Mais par contre, ma conjointe s'étant installée avec les aides à l'époque, elle était liée par le plan de développement économique. Et donc, ce n'était pas décidé qu'en année 3 de leur installation, il y ait un associé supplémentaire. Donc, c'était tout un bazar de refaire des avenants au plan de développement économique, voilà, refaire les études. Enfin, tout ça nous a coûté relativement cher. Mais bon, c'est sans regret. Vous avez été accompagné donc dans cette phase-là. Alors, ça coûte, mais c'est possible, quoi. C'est possible. Nous, on a une chambre d'agriculture qui nous appuie beaucoup sur l'installation caprine. D'accord. Et qui nous permet de rencontrer les acteurs, de monter le PDE avec eux. Et puis après, un deuxième PDE, c'est plus simple. Quand on a déjà une vision de ce qui se passe avec 120, 140 chèvres, bon, le projet, c'était de monter à 180 chèvres, de valoriser tous les chevreaux qui naissaient à la ferme aussi. Bon, on commençait à avoir de la visibilité sur ce qu'on était capable de faire ou pas faire. Vous étiez donc déjà dans une dynamique de vente en direct sur le plan des fromages et vous l'avez accentué et dans ton projet développé la vente de chevreaux en direct. Voilà. Il y a eu plusieurs aspects. Donc, en prenant un troisième associé, on a quand même remis du capital dans la société. Il y a eu 3 volets. Il y a eu la maîtrise de l'énergie sur la ferme, installation d'un chauffe-eau solaire, puisqu'on est en saison naturelle, donc on produit en même temps que le soleil, en même temps. D'accord. Donc, chauffe-eau solaire, séchoir à récupération de chaleur pour moins consommer, et puis panneaux solaires en autoconsommation, qui couvrent à peu près 30% des besoins de la ferme. La deuxième partie, c'était la recherche de valeur ajoutée
et de débouchés pour le pic de lactation, puisqu'on est en saison naturelle, donc on monte à 700 litres de lait quasiment au mois de mai. Donc il nous fallait quelques débouchés qui nous proposent du volume, qu'on a trouvé avec un groupement d'intérêt économique Capri Ferme, qui nous permet d'envoyer en collectif avec d'autres chèvreries des fromages à Rungis. Et puis un développement plus qualitatif avec de la proximité sur la région lyonnaise, puisqu'on est à 1 heure et quart de Lyon, où là on a créé au fil des années une relation de confiance avec des fromagers, des épiciers qui nous font confiance et qui sont en recherche de jeunesse, de fraîcheur dans les produits qu'ils proposent, de qualité, et puis qui s'engagent aussi dans nos démarches à nous, qui racontent notre histoire et qui nous appuient vraiment, qui sont des vrais acteurs de notre réussite. D'accord. Le développement de partenariats commerciaux, quoi. C'est pas seulement des clients. Il faut être en fait dans cette démarche de partenariat commercial, parce que si vous êtes ensaisonné, vous n'avez pas toujours de la matière toute l'année, donc il faut que vos clients acceptent ça pour pouvoir avoir une dynamique de commercialisation. Exactement. Exactement. Très bien. Guillaume, est-ce que vous pouvez donc nous raconter un petit peu, voilà, votre installation, vous êtes tout aussi jeune que Mathieu. Qu'est-ce que vous avez fait avant de vous installer? Alors moi je suis hors cadre familial, donc voilà, mes parents n'étaient pas du milieu, je suis originaire donc, du village dans lequel je me suis installé. J'ai fait des études d'ingénieur agricole à le CTPA, qui a fusionné avec, maintenant c'est Unilassal. Et j'ai fait un 3e cycle plus en gestion forestière à l'ENGREF en fait. D'accord. Et puis en fait j'ai commencé, bon c'est les aléas de la vie, j'ai travaillé pendant 12 ans dans des collectivités. Donc j'étais ingénieur en chef et j'ai travaillé que ce soit donc en lien avec le milieu agricole, dans l'environnement, la gestion des cours d'eau, et j'ai terminé dans des espaces verts. Donc voilà, j'ai été un peu multicarte. Mais en parallèle, en fait, le besoin, je l'ai depuis très jeune, merci. Depuis très jeune, je voulais toujours, c'est un rêve de gosse, on l'a dit, hein, ça part toujours de là-dessus, c'est d'avoir un ranch. Voilà, c'est une image un peu toute bête, mais je voulais toujours avoir ça. Alors j'étais un peu plus dans la partie vache allaitante. Et puis j'ai toujours aimé le fromage de chèvre. Et puis en fait, de fil en aiguille, je me suis immergé dedans. J'ai commencé à mettre à mes heures perdues de temps en temps voilà, quelques petites idées. Et jusqu'à faire presque une étude de faisabilité en se disant, voilà, je suis hors cadre, hein, j'ai pas de foncier, j'ai pas de ferme à reprendre. Si un jour une ferme se libère au village, je regarderai à 2 fois. Mais au moins je sais ce que je veux en termes de ferme. J'ai eu des opportunités voilà, il y a 7-8 ans, mais ça ne s'est pas concrétisé. Et puis un jour, ouais, ça a commencé vraiment il y a 6 ans, j'ai eu un alignement des planètes, que ce soit familial, professionnel, et puis donc une ferme qui se libérait avec un agriculteur qui partait à la retraite sur mon village. Parce que j'étais un peu avec les œillères, hein, je voulais pas dans le village à côté, je voulais vraiment mon village. Et donc voilà, donc lui gardait sa ferme et 5 petits hectares à côté, et du coup il vendait 25 hectares. Du coup au bout d'un moment dans la vie, il ne faut pas attendre d'être prêt, il faut foncer. Et on réfléchit après, et du coup, en fait, je suis passé par la SAFER. Bon, j'étais le seul candidat, mais en tous les cas, voilà, on a fait les choses bien. La SAFER m'a permis, donc grosso modo, j'ai acheté 5 hectares, hein, et les 20 hectares, j'ai fait un stockage foncier pendant 1 an avec la SAFER. Le temps de fiabiliser vraiment mon PDE, tout le parcours installation. Grosso modo, entre ma première visite au PAIT, avec mon étude de FESA qui était déjà pleine, hein, donc voilà, j'avais quand même pas perdu de temps. Et mes premières ventes de fromage, il s'est passé plus de 2 ans. Donc voilà, ça c'est un truc, faut pas oublier que ça prend du temps. Le projet évolue en permanence aussi, on s'adapte en fonction des terrains, des marchés et ainsi de suite. Et donc je me suis installé en fait vraiment en avril 2019 et avec un début de production début 2020. Donc voilà, donc ça fait 2 saisons pleines là. Donc j'ai lancé et je me suis installé moi en plein Covid, donc c'était l'idéal pour se lancer. Voilà, avec un contexte un peu particulier sur lequel j'ai dû m'adapter d'entrée et puis tout simplement concrétiser mon installation. Voilà, aujourd'hui je suis lancé, c'est ce que j'essaie de partager avec vous aujourd'hui. Il y a 2 fermes différentes, donc une ferme à 3 associés, pas de salariat je crois Mathieu, et toi Guillaume, donc tu es seul sur l'exploitation avec un apprenti? En fait, donc je suis seul. Moi, j'ai tout créé d'entrée tout seul, ce qui fait que j'ai aussi organisé la ferme tout seul. J'étais en monotraite. Enfin voilà, j'ai fait toute une organisation assez simple en fait pour pas subir le quotidien non plus. Aujourd'hui, j'ai un apprenti, donc Hugo, si tu nous regardes, parce qu'il s'occupe de la ferme pendant que je suis pas là.
Et j'ai une salariée, Sarah, aussi, qui vient entre 3 et 6 heures par semaine et qui m'aide à aller sur certains marchés ou me remplacer quand j'ai besoin d'aller à Caprinov aussi. Voilà, donc gérer quand même du temps de travail sur cette exploitation. Et quand même, ce qui vous réunit tous les deux, c'est quand même l'anticipation. Alors, tu disais, des fois, il ne faut pas attendre d'être prêt pour y aller. N'empêche que tu avais déjà préparé depuis 2-3 ans l'exploitation que tu aimerais avoir pour pouvoir te lancer. Est-ce que ça, pour vous, c'est un peu plus vrai quand on est en production fermière que quand on est en production laitière? Laitière, j'entends, avec livraison. Alors, vous allez me dire, vous ne l'avez pas fait, vous ne pouvez pas savoir. Mais globalement, par rapport à ce que vous voyez autour de vous, est-ce que l'installation en production fermière est une installation qui nécessite en fait qu'on y réfléchisse quand même longtemps à l'avance pour se rapprocher des bons acteurs, pour être bien tuilé, pour être bien épaulé? Comment vous voyez les choses par rapport à ça? Vas-y, Mathieu. Alors pour nous, ce qui est vraiment une chance en Saône-et-Loire, c'est qu'on a quand même un département qui est un des premiers producteurs de fromage fermier en France. Donc on bénéficie d'un bon accompagnement. On avait jusqu'à présent une technicienne fromagère fantastique qui était toujours sur le pont, qui avait des compétences énormes, qu'on regrette beaucoup et qu'on espère qu'il sera remplacé rapidement par quelqu'un qui a autant de qualité. On a aussi la présence de 2 AOP sur notre territoire, donc ça peut être aussi un moyen de pouvoir rentrer sur des marchés quand on arrive avec un signe de qualité, un fromage qui est identifié, même si la ferme n'est pas encore connue. On a deux laiteries, si on veut vendre un petit peu de lait pour se dégager un petit peu de temps libre. On a deux affineurs aussi sur le territoire. Donc tout ça, oui, je pense que c'est un maillage qui peut permettre à des jeunes de se lancer et d'avoir des roues de secours si les fromages ne se vendent pas, parce que il faut que l'argent rentre tôt ou tard pour pouvoir concrétiser l'installation. Bien sûr, ouais. Guillaume, comment tu vois les choses, toi? Est-ce que ça nécessite d'être accompagné? Ouais, alors ça c'est une évidence. Après, alors, par rapport au laitier, de ce que j'en connais, surtout, on a 2 métiers supplémentaires. Ce qu'on partage, c'est la partie élevage et la partie administrative, parce que c'est 2 métiers qu'il ne faut pas oublier, surtout l'administratif. Oui. Et on a aussi tout ce qui est transformation et commercialisation. D'accord. Donc on n'a pas besoin d'être expert dans tous les métiers. Enfin, moi, je connais aucun expert. Par contre, on doit être quand même au rendez-vous dans ces 4 métiers-là. Et effectivement, moi, dans tout mon parcours installation, alors j'ai un copain, Sébastien Roussel, de la chèvrerie de Blancé en Côte d'Or, qui est installé depuis 10 ans dans un système similaire au mien. Donc voilà, on se soutient mutuellement. Tant qu'on peut. Après, on est surtout un département, nous, très brebis. Donc il y a déjà des structures d'accompagnement sur la partie fromagère. Il y a le nom des producteurs fermiers, enfin il y a pas mal de structures. En caprin, on est, je crois, 5 ou 6 fois moins nombreux que les ovins, quoi. Donc on est vraiment petit. Mais petit à petit, on a des techniciens voilà, qui sont sur la technologie fromagère. Tom, qui se met un peu plus sur du lactique. On a un contrôle laitier qui s'élargit pas mal aussi. Donc voilà, on a pas mal quand même de référents que moi j'ai sollicité dès mon lancement d'installation pour corriger mon business plan, pour voilà, grosso modo m'accompagner en fait dans toute la démarche de développement, tout simplement. Parce qu'effectivement, le côté élevage est peut-être moins prégnant sur vos exploitations, où on est quand même sur des troupeaux à taille humaine, en termes de, enfin, avec en tout cas un nombre d'animaux plutôt restreint. En revanche, la partie transformation est probablement quelque chose sur lequel il ne faut pas se louper, quoi. Donc là, effectivement, il faut avoir des gens compétents pour vous accompagner sur ce point-là. Ok. Pardon, vas-y, Mathieu, tu voulais... Oui, il y a aussi un aspect fort qu'on partage tous les deux, c'est qu'avec la saisonnalité, dès les mises bas, on monte en pression très rapidement. Enfin, je veux dire, le pic de lactation l'atteint comme tout le monde au bout de 2 mois, mais il faut savoir que les fromages, ils s'empilent, et le travail augmente de façon croissante. Et c'est vrai que s'installer en production fermière, c'est pas passer beaucoup de temps avec ces animaux. On sera plus sur la commercialisation, la transformation, qu'être vraiment au quotidien, tout le temps, au milieu des animaux. Alors, au-delà du fait qu'il faut le savoir par rapport à ses propres envies, ça conditionne quelque chose sur le plan technique et sur la nécessité d'accompagnement, cet aspect-là, ou pas? C'est plus qu'il faut savoir qu'on est moins éleveur peut-être que transformateur et commerçant, c'est ça? Bah, bien sûr, et puis en travaillant au lait cru, comme on le disait dans la conférence ce matin, on travaille un produit qui est vivant, un lait qui est tous les jours différent. Voilà, c'est beaucoup d'observation, beaucoup de rigueur, beaucoup de communication quand on est à plusieurs. Et sans cesse une démarche de progrès. Nous, je sais que chaque année, quand on redémarre la production, même si en fin d'année, on travaille à une dose de présure ou à une dose de sel, on se repose systématiquement les questions pourquoi j'en étais arrivé là, et on remet à plat, et on réessaye cette année pour se recaler de nouveau. Ce qui marchait l'année dernière ne marche pas forcément l'année suivante. Donc c'est beaucoup de rigueur, beaucoup d'attention. Et de remise en question.
Et beaucoup de remises en question. D'accord. D'accord. Donc dans vos exploitations, il est coutume de dire que lorsqu'on est en production fermière, il faut aussi savoir s'organiser. C'est que tu l'as dit. Peut-être on est un peu moins sur le troupeau, un peu plus dans l'atelier de transformation et sur les marchés. Comment est-ce qu'on appréhende en fait l'organisation du travail lorsqu'on se lance en production fermière? Et est-ce que vous avez des clés, des outils en fait à transmettre aux gens qui sont là? Pour pouvoir appréhender les choses le mieux possible avant de se jeter dans le bain, Guillaume. Alors en fait, en planification, comme on dit, nous on est en saisonnier, donc il y a une planification annuelle où on sait que grosso modo de mars à juin on répond plus parce qu'on est noyé sous le lait, sous les fromages et sous la commercialisation. L'été on a un petit plateau et l'automne voilà, ça se réduit quand même, donc on peut un peu plus respirer. Et puis l'hiver c'est vraiment la partie creuse. Donc en termes de planif annuel, on sait qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas faire de toute façon au printemps. Donc il vaut mieux les anticiper, les faire l'hiver, des petits bricolages, se prévoir les différents débouchés, commencer à prospecter commercialement et ainsi de suite. Donc voilà, on essaie d'organiser ça parce qu'on sait qu'il y a des périodes de l'année où on ne pourra pas le faire. Et après, moi j'ai une planification à la semaine. Donc grosso modo, une organisation jour par jour qui est assez rythmée par ma partie commercialisation. On y revient toujours là. Donc j'ai mes marchés, mes ventes à la ferme. La traite fabrication, comme je suis en monotraite, je suis un peu plus lax, on va dire. Des fois, je peux bouger de quelques heures ou autre. Mais voilà, en tous les cas, j'ai cette planification-là. Et comme j'ai donc un apprenti qui n'est pas là tout le temps, un salarié qui n'est pas là tout le temps aussi, et puis bon, il y a toujours des réunions, il y a des choses un peu exceptionnelles. En fait, on s'adapte chaque semaine. Donc, comme on disait, il y a un plan de bataille et après, il y a le combat qui commence, quoi. Donc voilà, cette planification, elle est essentielle. Mais faut savoir s'adapter en permanence, quoi. Ouais. Voilà. Mais je crois que tu me disais que tu te réserves une demi-journée par semaine à ne rien faire. Alors, est-ce que c'est pour faire la Marienne ou est-ce que c'est pour... faut savoir, le farniente en activité touristique, c'est une activité quand même. Chez nous, c'est la Marienne. Hein. Non, mais surtout, en fait, c'est... bon, on en parlait sur les conditions de réussite et tout, évidemment, faut vivre de son métier, ça, faut pas oublier que le but, c'est quand même, pour continuer à vivre son rêve, c'est de vendre ses produits. Il y a quand même une trésorerie qui est importante à avoir au-delà de la trésorerie financière, c'est la trésorerie en temps. Parce que vous qui allez vous installer, des soucis, vous en aurez. Ça peut être un souci sanitaire, un souci de production. Voilà, il faut s'adapter en permanence. Et en fait, le fait de se garder, moi, le jeudi, grosso modo, c'est mon jour où je sais qu'en saison, je vais taffer. Hors saison, c'est un moment où je vais essayer de récupérer de la remise en condition, un peu comme on dit. Mais en tous les cas, c'est ma petite réserve de temps qui me permet de... bon, j'ai une famille aussi, donc voilà, d'adapter en fait mes activités. Et si jamais j'ai un rendez-vous à caler, par exemple, je le cale le jeudi et ainsi de suite. Voilà. Mais cette réserve en temps, elle est fondamentale à mon sens, parce que se lancer, c'est facile, mais tenir, en fait, c'est pas évident. Du coup, voilà, le temps, c'est la base, quoi. D'accord, un vrai planning et bien entendu, on pose des lignes, mais on n'hésite pas à les bouger aussi en fonction du contexte de la semaine. Toi, Mathieu, donc comment vous vous organisez et comment tu as appréhendé en fait cette rentrée dans la ferme alors que ton épouse était déjà dedans? Voilà, il y a les vies de famille, tu l'as dit, il faut aussi pouvoir aménager du temps parce que ça fait partie aussi des conditions de la durée, quoi. Oui, c'est vrai ce que vous dites quand on intègre un système qui fonctionne déjà. Il faut se laisser un temps d'observation et puis que les uns les autres on puisse s'appréhender pour se redéfinir un petit peu les tâches. C'est vrai que ça a pris peut-être un an ou deux, voilà, sachant que sur notre ferme, on souhaite tous participer à tous les ateliers, donc on tourne. Ce qui a un deuxième avantage, c'est qu'on peut se refiler des astuces. Tiens, moi, toi tu fais comme ça, moi je fais comme ça, etc. On a aussi un métier qui est très physique, ça c'est sûr, mais où on a souvent notre esprit qui est disponible. Et c'est vrai que pendant qu'on tourne des fromages ou qu'on traite des biques, souvent c'est pas le petit singe qui tape dans les cymbales qui, voilà. On est toujours en train de se dire, tiens, j'ai ça qui va arriver, j'ai ça, prévoir, anticiper. Effectivement, c'est vraiment des notions clés d'avoir une vision sur la semaine, sur le mois, sur l'année, du rythme de la ferme. Et puis, maîtriser son temps de travail, c'est important aussi, parce que quand on a la vie de famille, effectivement, à conjuguer avec, on sait que des fois, il faut se lever avant les enfants pour aller mouler les fromages, et puis après, se mettre en pause pour pouvoir s'occuper d'eux. Mais bon, tout ça trouve sa cohérence assez rapidement. Savoir lâcher prise aussi, parce qu'on disait dans nos échanges préalables à la table ronde que finalement, du travail, il y en a toujours. C'est-à-dire que ça n'existe pas un agriculteur qui se dise « Ah tiens, j'ai rien à faire aujourd'hui ». Donc en fait, il faut se faire violence, quoi. Il faut accepter ça.
Ouais, c'est une discipline en fait, hein. C'est voilà, c'est du boulot, on en a tout le temps, toujours, toute l'année. Et donc savoir se préserver aussi, c'est pas un gros mot, parce que quand on s'installe en agriculture, par essence, on est quand même vaillant, quoi. Donc voilà, faut quand même arriver, et c'est pas un gros mot de faire du farniente et de vivre un peu pour soi, pour sa famille, pour les autres. Parce que c'est ça qui fait en sorte qu'on dure aussi derrière, quoi. Voilà. D'accord. Et qu'on prend toujours plaisir à continuer son activité et on subit pas. Voilà. D'accord. Surtout on subit pas. Et pour autant, il ne faut pas se sentir jugé par ses voisins parce que je pense que c'est propre à notre nouvelle génération, entre guillemets, au fait qu'on soit hors cadre familial, d'avoir connu autre chose et aspirer à avoir du temps libre. Pour nous, c'est pas un gros mot, mais des fois, il y a la pression des voisins qui trouvent que si vous réussissez pas, c'est que vous n'êtes peut-être pas suffisamment au boulot. Mais on fait pas un sprint, on fait un marathon. La lactation, il faut la tenir en plein. Donc, pas de bobo et il faut être au boulot tous les jours. Ok, donc on l'a vu anticipation, on l'a vu organisation. Il y a un troisième pilier peut-être de l'installation en production fermière qu'il faut maîtriser. Vous me disiez, c'est celui de la commercialisation. C'est même peut-être, d'après ce que tu me disais Guillaume, l'un des premiers piliers, peut-être celui qu'il faut voir avant même de se lancer. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors ça, en plus, je le vois parce que je suis pas mal sollicité pour des demandes d'apprentissage, de stage et ainsi de suite. C'est que dans les projets d'installation, faut se poser la question déjà pourquoi est-ce qu'on veut le faire. Vous parlez d'organisation, voilà, du sens un peu de notre action, d'avoir un plan, de se projeter à plusieurs années. Mais surtout, comme je vous dis, pour poursuivre le rêve, c'est vendre des fromages tout simplement. Donc voilà, le but, c'est effectivement la satisfaction du client. Et des clients pour des crottins à 2,50 €, il en faut beaucoup quand même pour payer rien que les charges. Donc du coup, voilà, dans tous vos projets, moi, c'est un truc, c'est vraiment voilà, il y a, de tous ceux que j'ai vus, il y a très peu de réflexion sur la commercialisation. Parce que faire les marchés, c'est bien joli, mais il y a des marchés, ils sont saturés. Chez moi, en tous les cas, il n'y a pas beaucoup de chevriers. C'est pas un fromage en vogue, puisque je dis, il y a beaucoup de fromage de brebis. Mais en tous les cas, c'est voilà, c'est réfléchir un peu sur toute cette partie commercialisation. Il faut presque que le fromage il soit vendu avant même de l'avoir fabriqué. Parce que comme on dit, au printemps, quand on a le pic de lait, c'est pas là où on doit réfléchir comment je vais vendre mes 200 crottins que j'ai produits dans la journée. Voilà, faut déjà être lancé à ce niveau-là. Et il n'y a rien de pire que de se dire, bah, mon crottin, en plus sur du lactique, ça se garde quand même assez peu. Et bah, je vais devoir le jeter au cochon, quoi. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles commercialisation, c'est l'axe principal. Moi, j'y passe à peu près 40% du temps. Voilà, C'est de toutes les réfléchir, c'est activités. anticiper. Ah, C'est avant même l'installation, quoi. Savoir exactement. Voilà. que tu as des marchés qui sont sûrs, quoi, déjà, Ouais, voilà, pour voilà. une partie de ta production à venir. Exactement. D'accord. Mathieu, comment toi, tu vois ça par rapport à cette commercialisation? De la même manière, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est en amont, mais un petit peu moins, c'est l'exigence qu'on se donne dans notre travail et la rigueur qu'on y met, parce que conquérir des nouveaux clients avec un produit qui a une image aussi fun que le fromage de chèvre, ça glisse hein, dans l'ensemble. Mais l'important, c'est de construire des partenariats dans la durée. Donc, malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir, il faut respecter nos clients, être vraiment à l'écoute de leurs attentes et bien coller à leurs demandes. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose, on n'a pas vraiment le droit à la faute. Il vaut mieux écarter une partie de la production que de donner l'opportunité à quelqu'un de nous critiquer. Et deuxièmement, c'est l'organisation aussi, connaître ses clients sur leur rythme de consommation, c'est-à-dire que j'ai tel client qui me commande tous les 15 jours tant de pièces, lui c'est toutes les semaines, lui il faut que je lui force un peu la main parce que sinon je le livre le lundi, mais le mercredi il m'appelle qu'il en aura pas assez pour passer le week-end. Il y a aussi un petit volet éducation, voilà. Pour économiser du temps et de l'énergie, c'est hyper important aussi d'anticiper les besoins de ses clients, et d'être à l'écoute et d'essayer aussi de les convaincre de temps en temps qu'on peut faire autrement. Oui, donc un vrai partenariat, parce que je crois, si je ne m'abuse, que tu me disais dans l'échange que la période Covid, c'est toi qui me disais ça, hein, je crois, c'est pas Guillaume, vous avez amené à épurer peut-être certains partenariats qui finalement n'en étaient pas, mais plus des relations commerciales de certains clients qui finalement admettaient mal la volatilité de la disponibilité des produits. Et finalement, faut répondre à leurs attentes, mais aussi savoir leur dire, là les gars, c'est plus possible, quoi. Tout à fait. Il y a des clients qui vous reçoivent dans des conditions qui ne sont pas forcément agréables, qui regardent le chiffre d'affaires annuel, qui dit de décembre à février, vous ne nous avez pas livré. Oui, alors on en parle chaque année puisqu'on ne produit pas de lait à cette époque-ci. Donc je ne peux pas faire beaucoup mieux que ça. Effectivement, on parlait aussi pendant le Covid, il y a des gens qui ont fermé par exemple dans les GMS leur rayon à la coupe.
et qui n'ont pas prévenu les producteurs avec qui ils travaillaient habituellement. Donc on restait dans l'attente de est-ce que ça va prendre, est-ce que ça va pas prendre. Bon, je pense que ça, on n'a pas le temps de s'amuser avec ça. Il faut mieux repartir à zéro, reconstruire. Ça met toujours un petit coup de pression parce que nous, on est quand même en 8e année. Mais les fromages, c'est de l'argent. C'est-à-dire que quand ils sont au halloir ou en chambre froide, la trésorerie, elle ne circule pas et on a besoin sans arrêt, surtout après les 3 mois de pause, d'avoir de l'argent frais qui rentre dans la structure pour pouvoir payer nos fournisseurs, pour pouvoir nous payer nous aussi. Bien sûr. D'accord, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie de ces témoignages. Est-ce que vous avez des... Alors, qu'est-ce que c'est? Devenir éleveur de chèvres. Voilà. Donc, c'est le document qui a été réalisé par l'ANICAP pour vous accompagner dans vos installations, pouvoir anticiper probablement et trouver justement peut-être des personnes clés pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à aller le demander sur le stand. Il y en a de disponibles, voilà, Estelle vous les montre. Peut-être avez-vous une ou deux questions à poser à nos deux intervenants? Ouais, attendez, je vais essayer d'aller jusqu'à vous. Hop, 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 hop. Oui, moi je voulais alors déjà demander à Guillaume, tu as parlé qu'il n'y avait pas de chevrier dans le coin, que c'était plutôt de la brebis, là où tu es. Est-ce que finalement c'est pas quelque chose de bénéfique? Parce que justement il y a moins de gens, enfin c'est pas du coup le même marché en soi. Et finalement est-ce que c'est pas une sorte de marché de niche ou en tout cas profiter du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de chevriers pour se placer à un endroit où il n'y a que de la brebis quoi? Alors chez nous, en fait, je dis on n'est pas nombreux, mais on n'est pas nombreux par rapport aux brebis, parce que le brebis occupe pas mal d'espace. Grosso modo, on doit être 50 éleveurs en fromager, et il doit y en avoir 250 en brebis, quoi. Donc c'est gros volume. Nous, après, on est un pays de tomes, donc on vend beaucoup en tomes. Donc moi, mon marché de niche, c'est plus sur les produits. C'est-à-dire, comme on l'a dit, le but, c'est de faire de la qualité, un produit qui se démarque. Donc je travaille plus sur cette démarcation-là et cette spécificité-là que par rapport au nombre et sont dans la masse aussi. Après, voilà, il y a quand même, comme je dis, sur les marchés, on n'est pas commercialement un pays où, comme dans les Deux-Sèvres, si on part pas du marché avec son fromage de chèvre, c'est qu'on n'y est pas venu, quoi. Donc là-bas, voilà, chez nous, si on part pas avec un fromage de brebis, on n'y est pas venu. Et donc il faut convaincre les gens de changer un petit peu et de venir un petit peu sur le fromage de chèvre. Mais c'est un combat comme on peut avoir partout dans tous les départements. Hein. Voilà. Et je voulais juste demander l'âge, parce que tu parles de jeunes, mais tu as quel âge? Alors, on m'a prêté la jeunesse, mais je viens d'avoir 38 ans. Ouais, ok, c'est bien ce que... Ok, merci. C'est pas sûr. Non, mais le côté jeune, c'était juste pour que vous posiez la question, pour vous apercevoir qu'ils avaient tous les deux fait autre chose avant de s'installer. Très bien, bah, écoutez, je vous remercie à tous. Merci à tous les deux de vos témoignages. Merci. Et puis, bah, je vous invite à nous suivre là dans 10 minutes sur une seconde thématique qui sera la conjoncture caprine, enjeux, perspectives et Egalim 2. Attention, ça rigole pas. À tout de suite.